Quel âge j'avais à peu près 9 ans, hein. Ça a commencé par une boîte de jouets, mais ça a vraiment démarré parce que mon père, qui était comédien, jouait une pièce qui s'appelait Gog et Magog avec François Perrier, Jacqueline Maillan, Roger Carrel, au théâtre de la Michaudière, et cette pièce a duré 4 ou 5 ans, donc très très longtemps. Ça a très très bien marché, et pour la 1000e, ils ont fait une fête où chacun devait faire un numéro autre. Alors moi j'étais pas là parce que j'étais trop petit, enfin j'avais 4-5 ans, donc j'étais trop petit pour aller à la fête. Mais à cette occasion, chaque comédien faisait un sketch ou un truc comme ça, et mon père a fait 2 ou 3 tours de magie. Alors je n'étais pas là, mais moi quelques années plus tard, un jour j'étais seul dans l'appartement où je m'ennuyais un peu, j'ai commencé à faire les tiroirs comme ça. Oh, j'ai bien trouvé quelque chose de rigolo, et puis un coup je suis tombé sur des foulards, des ceci, des cela. Donc quand mon père est rentré, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc ça a été le début, donc voilà, le déclencheur vraiment du truc. Après j'ai eu la chance aussi qu'un de mes frères avait un de ses copains au lycée qui faisait un peu de magie, donc il m'a donné des quelques conseils, quoi, machin, voilà, et puis il m'a donné l'adresse du magasin qu'il y avait à l'époque, et puis... Alors c'est quoi les magasins, c'était... Alors bah c'était... Maillette, tout ça. C'était Maillette, mais à l'époque de Monsieur Maillette. Voilà. Hein, Ouais. voilà. Donc je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Et donc, si sujet il y a... Et donc voilà, et ensuite mon père, toujours mon père, a fait une émission de télé d'après-midi pour les enfants, et sur le plateau il y avait Gérard Majax. Il faisait ses débuts à la télé. Il présentait l'émission de télé? Non, il participait à une émission... En tant que comédien Non, mais oui, il faisait une petite... il faisait un petit truc de théâtre pour les enfants, et sur le même plateau, après il y avait Gérard Majax, qui faisait un petit truc de magie, et donc mon père a parlé de moi à Gérard, et Gérard m'a envoyé sur Georges Proust, qui a été mon premier professeur de magie pendant plusieurs années, et voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré, et c'est très bien, parce que si vous voulez, Georges Proust est un très bon pédagogue, et en plus il sait vous faire aimer la magie. Donc c'est très bien parce que ça stimule, c'est très bien. Et puis dès qu'il avait fondé à l'époque, voilà, je résume, hein, mais à l'époque il avait fondé le Ring 191 de l'IBM. Et donc au bout de 2-3 ans de cours, il m'a fait rentrer et à la FAP et dans ce club de l'IBM. Qui existe toujours? Non, ouais, enfin il n'existe plus en tant que tel, non, je crois pas que le 191 existe encore, mais si vous voulez, à l'époque, c'est l'époque où tous les cartomanes, toutes les fines lames de Paris étaient là, quoi, parce qu'il y avait Jean-Louis Renaud, qui vous ne connaissez pas, mais qui était un bon magicien et qui vit aujourd'hui en Italie, un amateur, hein, sinon il faisait de l'informatique, je crois, de mémoire. Il y avait Jean-Claude Pagès, qui était une des fines lames de l'époque, et Jacques Tandeau. Alors voilà, après il y avait aussi Pierre Cartier, Clark, qui venait de temps en temps, hein, il n'était pas là tout le temps, mais il venait 2-3 fois par an, quoi, comme ça, donc c'était intéressant parce que c'était un super pro, voilà. Et puis il y avait, alors dans les débutants, à l'époque, il y avait Philippe Socrate, il y avait Thierry Lefranc, et son frère d'ailleurs, Dominique Lefranc, je crois que c'est moi qui les avais fait rentrer d'ailleurs, je crois. Il y avait qui? Il y avait Gisin, qui était un des anciens, hein, je ne sais plus qui il y avait. Il y avait le commandant Reynaud, je ne sais pas si vous avez feuilleté. Ah, le commandant Reynaud, c'était un commandant de bord qui était sur Air France, et donc c'était très bien parce que, si vous voulez, tous les 15 jours, il partait à Los Angeles, donc il allait au Magic Castle et tout ça, donc ça permettait de se tenir au courant des choses. Lui n'était pas un magicien extraordinaire en tant que tel, mais c'était un informateur intéressant. Voilà. Mais très gentil, enfin je veux dire, voilà, c'était pas... Mais les 2 fines lames de l'époque dans le club, c'était surtout Jacques Tandeau et Jean-Claude Pagès, qui m'ont beaucoup appris. Surtout Jacques, j'ai beaucoup plus fréquenté Jacques que Jean-Claude. Enfin, Jacques, je le voyais en dehors des réunions et tout ça, on passait des après-midi entières à bosser. Et puis il y a Jean Faré qui venait de temps en temps quand il était à Paris, dans la mesure où il faisait partie de la bande, mais dès qu'il était parti vivre à Tahiti, il venait que quand il était de passage à Paris, et lui aussi, il amenait, c'est le premier à avoir ramené les bouquins de Marlowe sur Paris, ce qui m'a permis d'étudier Marlowe quand
quand j'avais 15-16 ans, et ça c'est... Et donc après, j'ai eu beaucoup de chance dans la mesure où pratiquement tous les grands maîtres que je voulais rencontrer, je les ai rencontrés. Et j'ai plus que rencontré. Hein. Voilà, j'ai rencontré Fred Cap, j'ai rencontré non, j'ai pas rencontré Marlowe. Marlowe, c'est l'un des seuls que j'ai pas rencontré. J'ai rencontré Dave Vernon, j'ai rencontré Slidini, j'ai rencontré Goshman, j'ai rencontré voilà, tous les Fred Caps. Donc ça c'était très bien quoi. J'ai rencontré Tamaris, je suis même eu passé une ou deux fois les vacances chez lui en Espagne l'été, tout ça. Enfin, oui, donc, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que j'avais réussi à me tisser une toile, disons. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance que ces gens-là m'acceptent et m'adoptent assez vite. Comment vous les avez rencontrés? Vous les avez appelés? Vous êtes tombé dessus par hasard? Réunion de magie ou... Non, alors, on va pas les prendre un par un. Les plus rigolos, je pense, enfin les plus rigolos dans la mesure où la rencontre. Ouais. Alors par exemple Fred Cap, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vidéo, hein, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de cassette, il y avait. Donc c'était que du on dit, il paraît que Fred Caps fait ci, il paraît que machin fait ça. Donc c'était des légendes un peu. Hein, et en fait j'avais entendu parler de 2 ou 3 trucs que faisait Fred Caps. Et j'arrive dans un congrès belge et on me dit bah, le mec là-bas c'est Fred Caps. Et puis j'avais 15-16 ans, inconscient on va dire, enfin inconscient dans la mesure, mais non en fait c'est pas de l'inconscient, je pense que, je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire que souvent quand on rencontre des jeunes magiciens, qui rencontrent un type confirmé, ils ont ah non mais je te fais pas de tour, alors que moi c'était le contraire, j'avais envie de leur montrer ce que je faisais, et en fait c'est le seul moyen pour que l'autre montre, enfin pas parce que le mec il veut voir ce que vous savez faire. Et puis d'ailleurs, ça lui permet aussi de savoir ce qu'il va vous montrer, parce qu'en fonction de votre niveau, ça sert à rien de montrer un truc. Bien sûr. Voilà, donc et donc je vais voir Fred Caps et je lui dis bonjour monsieur, je me présente, Bernard Bélis, je suis de Paris. J'ai entendu dire que vous faisiez ça, est-ce que vous pouvez me montrer quoi. Enfin, je l'attaque comme ça, quoi, bille en tête. Alors, en plus, on m'avait toujours dit, Fred Cap, c'est un mec qui n'aime pas montrer et tout ça, donc c'était un peu gonflé d'y aller comme ça. Et en fait, il m'a juste dit, bah, fais-moi quelque chose, quoi. Et donc, je lui ai fait 1 ou 2 tours qui étaient mes premières routines personnelles, quoi. Et après, il m'a montré ce que j'avais demandé. Donc, j'étais content de tout. Après, il est venu 1 ou 2 fois à Paris, il est venu à la maison. C'est génial, parce que quand tu as 15-16 ans et que Fred Caps vient passer l'après-midi chez toi à la maison, 2 ou 3 fois, c'est cool. Donc ça, c'est la rencontre, une des rencontres super que j'ai faites. Et puis Dave Vernon qui était super. C'est un sacré bonhomme. Vous l'avez bien connu? Je l'ai bien connu. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que Jacques Tandeau, avec Philippe Fialot, avait organisé la venue de Dave Vernon pour faire une conférence à Paris, avec Monsieur Mayette. Et donc j'étais allé à la conférence. Hein. Ensuite, il y avait eu un séminaire avec 10 personnes dirigé par Vernon. Je m'étais inscrit à l'époque, ça m'avait coûté la peau des fesses, mais je voulais absolument y être et tout ça. Et Vernon, alors c'est très marrant parce que moi je connaissais pas les problèmes politiques, bon, Vernon et Marlowe, ah ouais, c'est so-so, hein. C'est pas mauvais, mais c'est pas chocho quoi. Donc j'étais arrivé avec des bouquins de Marlowe pour dire vous voyez, j'ai vu tel mouvement mais je comprends pas très bien, est-ce que vous pouvez me le faire? Et bon, donc ce qu'il a vu, c'est que je m'intéressais, que je lisais, que j'essayais de lire en anglais, parce qu'à 15-16 ans, il y a 35 ans, il y a 40 ans. Bon, je vais me coucher, putain. Je parlais pas, enfin, je prenais souvent le dictionnaire, enfin, pour me débrouiller, quoi. Et donc c'est très sympa, parce qu'il m'a mis à côté de lui, tout de suite. Il m'a dit, mets-toi là. Et alors c'était génial parce qu'il montrait des trucs comme ça, et puis de temps en temps quand les mecs étaient en train d'essayer les mouvements, il me donnait un petit détail qui me dit mets ton pouce là. Donc ça c'était vachement sympa. Et après c'est bien parce que je suis allé, j'ai fait 1 ou 2 congrès tout de suite après, et en fait ça suivait la tournée de conférences de Dave Vernon. Ce qui fait qu'on a pratiquement passé 8 jours ensemble, quoi. Et après, je l'ai revu encore, mais le fait de le voir pratiquement tous les jours pendant 8 jours, ça crée des liens qui sont
Ah oui. Voilà, donc ça a permis de se revoir après. Et voilà, il y a eu Larry Jennings aussi. Larry Jennings était venu faire une conférence à l'IBM de Georges Proust. Donc à l'époque, faire venir Larry Jennings, c'était... Donc il était venu, il avait fait beaucoup de tours, il n'avait pas tout expliqué, il avait fait une démonstration, il n'avait pas fait une conférence, il avait fait une démonstration. Et donc, mais après on s'était mis à plusieurs pour essayer de remonter un petit peu comment ça s'était passé et tout ça. Et donc c'était la première fois qu'on voyait le fameux tour de l'empalmage invisible, qui n'est pas qui n'est pas la version que je fais moi, hein, qui n'a rien à voir, mais enfin qui n'a rien à voir, qui a fatalement des choses à voir, mais c'est pas la même routine, les mêmes techniques et des choses comme ça. Et parce que Larry Jennings, il avait des mains, c'était des grandes mains. Ah ouais, il avait un caps aussi, hein, caps. Oui, comme Larry Jennings, c'était d'accord. Ouais. Et voilà. Et puis on a eu Frank Garcia, on a eu Brother John Hammond, tout ça, je les ai rencontrés. Donc c'était Harry Loren. Harry Loren, c'était génial parce que j'avais un copain, un super copain, qui est décédé malheureusement parce qu'il était âgé. Enfin, il était âgé, il n'était pas encore très âgé, mais disons que c'était un monsieur d'un certain âge qui avait un restaurant sur la Côte d'Azur. C'était Alex Carella. Et Alex Carella était un monsieur qui avait une très belle maison et tous les étés il faisait venir tous les magiciens qui passaient sur la Côte d'Azur pouvaient venir chez lui, boire un verre, déjeuner, c'était table ouverte et tout ça. Et étant donné que j'étais très copain avec lui, il me prêtait un studio qu'il avait dans sa propriété, si je veux dire. Oui, et donc tous les étés, je voyais Harry Loren, parce qu'Harry Loren passait à l'époque tous ses étés sur la Côte d'Azur, donc voilà. Ah oui? Ouais. Il venait tous les étés à la Côte d'Azur? Pratiquement, oui. Ah oui. Donc voilà, tout ça, ça a créé des liens et tout ça. Et puis j'ai eu la chance après, plus tard, j'ai rencontré Avzaro, Darwin Ortiz, Percy Diaconis, tous les grands, Ricky Jay et Dingle, je les ai rencontrés de bonne heure, enfin dans les années 60, à la FISM de Paris, donc c'était 72, je crois, de mémoire. Et voilà. Alors lequel de tous ces magiciens vous a le plus influencé au final? Il y en a plusieurs, ils ont tous des... Dave Vernon, Fred Capps, ouais, Ascanio. Professionnellement, à l'époque, Gérard Majax était donc la vedette de la télévision. Et donc pratiquement, parce que c'était très différent l'événementiel aujourd'hui et l'événementiel il y a 40 ans, ça a bien changé, quoi. Et donc Gérard avait un peu le monopole dans la mesure où il était connu, donc le close-up n'étant pas connu, les magiciens de close-up n'étaient pas répertoriés. Par ailleurs, on était beaucoup moins nombreux. Et en fait, donc beaucoup de choses passaient par Gérard, et Gérard faisait des équipes qui faisaient tourner. Il y avait d'autres équipes, hein, il y avait pas que, on travaillait un petit peu à côté, hein, mais c'est lui qui avait 85% du marché, un truc comme ça, 80% du marché. Et il y avait aussi, il y avait Jacques Delors aussi, de temps en temps qu'il y en avait, ou Dominique Webb, enfin tous les quelques-uns qui étaient un peu médiatisés à l'époque. C'est Delors, Cassagi, mais Cassagi, il pas tellement, enfin moi il m'a jamais fait bosser, Dominique Webb et Gérard. Et puis le problème de cette époque-là, c'est que quand on était dans une équipe, justement, on était un petit peu coincé, quoi. Donc à un moment, un peu plus tard, quand j'ai atteint la vingtaine d'années, je voulais couper un peu les ponts, et puis en plus, je m'étais intéressé un peu à la tricherie. Enfin, je commençais à m'intéresser un peu à la triche, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de mouvements de triche qui pouvaient s'adapter à la magie et qu'on n'utilisait pas en magie, quoi. Et je me suis dit, j'avais vu aussi des personnes faire des démonstrations de tricherie, et en petit comité, donc dans des soirées événementielles, et parfois dans les spectateurs, il y avait un vrai joueur. Et ce vrai joueur était épaté, bien sûr, parce qu'il voyait quelque chose impressionnant. Mais dès qu'il parlait avec le magicien, il s'apercevait très vite que le mec n'y connaissait rien en jeu. Parce que justement, il ne savait pas parler du jeu, il ne connaissait pas les procédures, il ne connaissait pas les mouvements acceptés, etc., etc. Et
Et donc ça m'avait marqué, parce qu'il y a une ou deux soirées où ça m'avait marqué particulièrement, parce que j'avais vu ça. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de faire une école de croupier. Donc je me suis inscrit à une école de croupier, et je suis parti faire le croupier pendant 3 ans. Où ça? Alors j'ai fait au Ruhl à Nice, et au casino de Saint-Amand-les-Eaux, donc groupe Partouche, voilà, dans le Nord. Donc j'ai appris là la roulette, le blackjack, le 30 et 40. Le 30 et 40, c'est un jeu qui se pratique plus, mais qui était sympa, avec des cartes assez petites d'ailleurs. Mais c'est un jeu qui a disparu dans les années 80. Et puis voilà. Mais en fait, j'ai pas vu tellement de tricherie à ce moment-là. Mais disons que ça m'a permis de voir du jeu, de voir comment ça se passait, les procédures, etc., etc. Et puis c'est après. C'est marrant parce que les tricheurs, j'ai rencontré des tricheurs, mais après avoir arrêté d'être croupier. Et c'est une source d'information autre, différente, une manière de raisonner un peu différente et très enrichissante. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont assez intéressés par des trucs de magie, parfois. Enfin, il y a des techniques qu'on a, nous, qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà. Donc, alors il y en a qui leur servent pas, le comptage Hamsley, ça leur sert pas vraiment. Mais sur d'autres choses, on a des choses qui les intéressent. Sur les empalmages, sur des lapines, sur des changes de cartes, sur des etc. etc. Voilà, et puis donc quand je suis revenu faire le croupier, du coup je suis arrivé beaucoup plus neutre enfin disons, je n'appartenais plus à personne, plus aucune équipe. Donc d'abord je me suis pris un petit boulot pour être sûr d'avoir quoi bouffer. Et puis j'ai commencé à démarcher des agences d'événements de l'époque, tout ça, et j'ai commencé à me faire mon circuit à moi. Et de temps en temps, je faisais des trucs avec Gérard ou avec d'autres, mais disons que c'était beaucoup moins fréquent, c'était plus ponctuel. Toujours en close-up plutôt? Donc c'était plutôt... Toujours close-up, oui. Mais, alors, quand j'ai commencé la magie à 9 ans, j'ai fait un peu de tout à ce moment-là. Je faisais les boules Excelsior, je faisais les cordes, je faisais un peu de cordes, je faisais les anneaux chinois, des choses comme ça. Après, je me suis plus spécialisé avec close-up, mais j'ai toujours entretenu un petit peu le reste. D'ailleurs, dans mon one-man show, bon, il n'y a pas de boule Excelsior, mais il y a des cordes, il y a pas mal de choses qui sont autres que des cartes ou du close-up. Vous avez commencé à travailler en close-up. Le close-up était déjà présent en France? Parce que le premier vrai close-up en France, à ma connaissance, je me trompe peut-être, c'était Samy Liardet. Samy Liardet, c'est un magicien extra, qui avait des techniques complètement personnelles, qui travaillait à la rôtisserie de l'abbaye, et dans un petit restaurant, le Pot de Terre, rue du Pot de Fer, c'est du côté de la place Monge. D'accord. D'accord. C'est les 2 endroits où il bossait. En quelle année ça? C'est les années toujours pareil, c'est les années... il a dû commencer bien avant que je commence la magie, mais disons que voilà, c'est un type dans les années 50 jusqu'aux années 75, il était dans les restaurants. D'accord, donc c'est finalement voilà. Assez tôt, quoi. Voilà. Et c'est un type qui faisait de très jolies choses avec des pièces, avec des cigarettes, avec des cordes et des canifs. Voilà, c'était ces 4. Il faisait très peu de cartes, un petit peu, mais le minimum syndical. Mais les pièces, c'était super. C'est le premier que j'ai vu faire, il le faisait vraiment très bien. Disparition de pièces, la pièce se retrouve ici, et il montre les mains vides et tout, et machin, il fait ça, il la rattrape, elle réapparaît. Donc on n'a rien inventé, quoi. Non, pourquoi? Voilà, donc il faisait des choses incroyables. Il faisait même à un moment un truc avec une pièce. Alors je ne me souviens plus très bien de ça, mais je crois que c'était un peu comme ça. Il se retrouvait avec la pièce, on croyait que c'était la pièce qui était dans la main, et en fait, après il dépliait, c'était une chaîne de vélo qui était enroulée comme ça. Et il était vicieux, c'était un vicieux, il avait des aimants. Il avait des aimants ici, ce qui fait que quand il faisait disparaître une pièce, il pouvait la poser, montrer ses mains vides, la recharger et tout. Il travaillait très bien. Quand il faisait une corde coupée et qu'il tirait, que la corde était raccommodée, il y avait le seau où on avait mis le vin ou le champagne dans les gens. Il faisait ça, il disparaissait des petits bouts dans le seau à champagne, il jetait la corde sur la table. Il avait vraiment bien bossé le truc, quoi. Voilà, 5 milliardaires. Et j'ai été très, très fier à l'époque, j'étais très content parce que c'est un type qui était hyper réputé dans le métier. C'est qu'un jour il s'est cassé le bras,
Et moi, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Et il a dit aux rôtisseries de l'Abbaye, ah bah ceux que vous devez prendre pour remplacer, c'est Billis. Ah oui. Et donc pendant, j'ai pas fait de cabaret, moi, j'ai jamais fait de, sauf dans cette période-là où pendant une quinzaine de jours, je faisais la rôtisserie et le pot de terre. Voilà. Donc contrairement à plein de magiciens, vous avez plutôt travaillé en événementiel exclusivement. Oui, j'ai fait, j'ai eu une période où j'ai fait aussi, j'ai fait deux fois dans des restaurants, enfin 2 fois sur des périodes dans les restaurants, une fois dans un restaurant qui s'appelait le Pistou, qui était du côté des Gobelins, et qui était un très bon restaurant, et le patron était Paul Euzet, un magicien. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, on voit sur YouTube ou je ne sais pas quoi, il y a un reportage de 5 colonnes à une où il y a quelques magiciens, il y a Pancrazi, il y a le docteur, comment il s'appelle, non, il y a Gautron. C'était pas le reportage qui était passé sur la 5, ça? Non, c'est un très vieux truc, il y a des années. Ah d'accord, ok. Et donc, il y avait on présentait ce Paul Euzet qui était à l'époque donc un restaurateur, et quand ce restaurateur est décédé, sa femme m'a appelé pour que je vienne faire du close-up dans son restaurant, parce que lui faisait du close-up dans le restaurant. Donc pendant quelques mois, j'ai fait, peut-être un an, je ne sais plus, enfin, mais je suis resté dans ce restaurant. Comment après ça s'est enchaîné dans les événementiels? On a eu beaucoup d'événementiels, parce qu'à l'époque l'événementiel marchait très bien. Et on est dans les années 80 là? Oui, oui, tout à fait, les années 80, oui, tout à fait, les années 80. L'événementiel jusque dans les années, jusqu'à la guerre du Golfe, ça marchait bien, et puis la mentalité était différente. Pourquoi jusqu'à la guerre du Golfe? Il se passait un truc? Parce qu'après, il y a eu les premières crises, les premiers machins, ce qui fait que les choses ont moins bien marché. Il y a des boîtes qui ont moins bien marché, tout ça. Puis les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé avec les générations, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens voulaient faire la fête. Aujourd'hui, les boîtes d'événements, je trouve, sont très bien pour organiser tout ce qui est, voilà, les hôtesses, les machins, on va vous mettre ça, machin. Mais ils ne cherchent pas des idées nouvelles, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'à l'époque, c'est à l'époque qu'on a créé les soirées casino. Aujourd'hui, les soirées casino, tout le monde en fait, mais on n'a rien inventé depuis. Alors que les premières soirées casino et tout ça, ça a été inventé à cette époque-là. Il y a eu plein de choses qui étaient faites. Il y avait des moyens aussi, hein. Il faut savoir que les entreprises... oui, voilà. Mais il y a une mentalité qui est un peu différente aujourd'hui. D'un point de vue logistique, ils sont très forts. Point de vue idée, je trouve que c'est... Il y a peut-être trop maintenant de boîtes d'événements. Ouais, il y en a trop. Et puis tous les mecs qui ont fait un peu de communication se disent je vais monter ma boîte, ça, machin. Et puis en fait, ils ont des cartons, quoi. Enfin, je veux dire, bon alors, vous avez quel budget? Ah ben alors, on peut vous mettre des close-up. Ah, aujourd'hui, les boîtes d'événements ont des grilles. Un close-up, ça vaut. D'accord? Mais c'est pas ça. Quand on est artiste, c'est pas ça, parce que lui, il ne vaut pas obligatoirement le même prix que lui. Moi, il m'arrivait des histoires, j'ai envoyé, pas balader, mais disons que je me suis amusé avec quelques boîtes d'événements parfois d'organisateurs, parce qu'ils m'appelaient en me disant mais vous valez combien et machin, et voilà. J'avais quelques répliques pour quand les gens me disaient mais vous êtes trop cher. Une des répliques c'est, je dis n'importe quoi comme prix, mais par exemple le mec qui me disait ah bah non je vous donne 100 €. Je lui disais pour ce prix là je peux vous envoyer une photo dédicacée, voilà, des choses comme ça. Mais, 100 €. Enfin, à l'époque c'était des francs, mais c'était pour donner une idée. Voilà. Donc et puis bon, il y a toujours eu cette histoire qu'il y en a qui demandent plus cher que d'autres, etc. À l'époque j'étais pas médiatisé, il n'y avait pas d'histoire de télé ou de choses comme ça. Mais moi je faisais partie de ceux qui ont toujours essayé de tirer vers le haut plutôt que de tirer vers le bas. Il faudrait que les gens comprennent que quand un artiste est bien payé, d'abord c'est plus sympa pour le portefeuille. Deuxièmement, quand il arrive, il est mieux respecté, il est mieux reçu, il est mieux considéré. Il a de meilleures conditions pour travailler. Voilà, et tout ça. Donc, et puis en plus, voilà, moi je disais aux gens, dans les répliques que j'avais, c'était vous voulez une soirée exceptionnelle. C'est normal que mon prix soit exceptionnel. Voilà. Comment le métier a évolué en close-up du coup? Parce que quelle est la différence aujourd'hui entre un close-up que vous avez pu connaître, donc avant cette fameuse guerre, et aujourd'hui? Donc c'était un événement plus
C'était quelque chose de plus hors du commun, on va dire, à l'époque. Bah, le close-up débarquait, Ouais. hein, donc c'était une nouveauté. Donc fatalement tout le monde en voulait, on se l'arrachait. Et étant donné qu'on n'était pas très nombreux, on se retrouvait souvent les mêmes. Voilà, Jacques Delors, Gérard Majax, Pierre Sweeton, Jean Ludo, Philippe Socrate, Gaëtan Blum, Jean Merlin. Voilà. Est-ce que la façon d'aborder les tables a changé? Est-ce que ça se passait de la même façon qu'aujourd'hui? Je sais pas, moi je les aborde toujours de la même manière. Donc je sais pas comment les autres font. Mais moi je pense que dans ce que je vois un peu sur les vidéos, sur les types, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui se la pètent, quoi. Il faut arriver, il faut avoir envie de donner. Ce qui est important, c'est d'avoir envie de donner. Si les gens sentent qu'on est généreux et sympathique, on a gagné la partie. Voilà, donc je vois les mecs qui se regardent, ils s'écoutent, ils sont... Hein, bon. Ouais, il y a toute la dimension du personnage qui est importante, j'imagine. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des magiciens qui passent à des tables et puis quand on leur dit mais vous avez vu un magicien à la table, ils font ah oui, il y a un mec qui a fait des cartes. Ils seraient incapables de dire s'il était grand, blond, gros, petit, un nez comme ci ou un nez comme... voilà. Donc, donc il faut, d'une manière sympathique, sans non plus en rajouter 3 caisses, montrer sa personnalité. Voilà. Et justement par rapport à toute cette notion de tarif, Ouais. hein, parce que alors je sais pas combien se vendait un magicien, je- 100 euros, enfin en francs Ouais. par rapport au... Bah écoutez, moi je me souviens, mais c'est vieux, hein, c'est dans les années 80, donc ça fait quoi, 30 ans? Ouais. Pas mal. 30 ans. Je touchais entre 2500 et 3000 francs, donc ça fait en euros 450 450 À l'époque. à l'époque. à l'époque. Quand je vois qu'il y a des mecs aujourd'hui qui bossent pour 200 euros, voire moins, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font par la magie. Mm. Et j'ai appris récemment certains tarifs que prennent certains mecs, même qui font de la télé. C'est catastrophique, quoi. Les mecs, ils n'ont rien compris. Ah, ils veulent être stars avant d'être artistes. Hein. Je veux dire, moi, j'ai fait les choses parce que j'avais envie de donner, j'avais envie de les faire, j'avais envie de montrer ce que je savais faire. Mon but n'a jamais été d'essayer d'être star. D'ailleurs, je ne suis pas une star. Mais c'est pas mon but. Si ça arrive, tant mieux. Mais encore, je ne sais pas si c'est tant mieux. Ce que je veux, c'est faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie, et être me sentir bien dans ce que je fais. Donc c'est le plus important. Je vois des jeunes arriver aujourd'hui, ah mais ils ont 6 mois de magie, mais je voudrais faire le plus grand cabaret, je voudrais faire ceci. Attends, déjà, si tu gagnes ta vie avec ce que tu aimes, c'est formidable. Si après t'arrives mieux, tant mieux. Mais d'abord, apprends ton métier. Je vois des petits jeunes, ce sont des singes savants. Ouais, c'est ça, c'est Il que... ferait mieux d'aller à l'école. Oui. Parce que quand on voit votre parcours, évidemment, il y a eu toute une partie imprégnation, donc vous avez rencontré des magiciens avant de pouvoir... Ben oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi? Comment la magie aujourd'hui en est arrivée peut-être un petit peu à cette... Alors, C'est quoi? C'est les... bah, si vous voulez, il y a beaucoup plus d'amateurs. Alors vous allez me dire que c'est un peu de ma faute, parce que j'ai fait des cassettes, j'étais un des premiers à faire des cassettes où on montrait des techniques de bas. Enfin, moi, je faisais partie des premiers. Alors c'est vrai que j'ai contribué au fait qu'il y ait beaucoup plus d'amateurs, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on est amateur qu'on doit faire professionnel. Je veux dire, là aussi, je pense que les clubs, les associations ont un travail à faire. Ou même un syndicat, ou même les professionnels vis-à-vis des amateurs. Il y a beaucoup de gens qui jouent au tennis, mais pas tout le monde se prétend aller jouer à Roland-Garros, quoi. Je veux dire, il faut savoir, quoi. Entre faire des tours chez soi à ses amis et arriver dans une soirée, savoir se tenir, ne pas faucher des petites cuillères en argent et se présenter et faire des tours, c'est deux choses différentes, quoi. Il y a un métier après. Alors, le fait de faire du restaurant au début, c'est bien, je pense. Hein, il y a des choses comme ça, il faut démarrer petit, quoi. Aujourd'hui, les mecs, ils ont à peine commencé, ils veulent déjà... Voilà. Est-ce que ça explique justement cette différence de tarification? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire les jeunes magiciens, je parle en métier, dire oui mais moi je peux pas me facturer tant parce que ça fait que tant d'années que je fais de la magie, enfin que tant de mois que je fais de la magie, parce que maintenant c'est un mois. Ouais. Est-ce que tout ça c'est lié? Parce que c'est vrai qu'on Je vais raconter une histoire que m'a raconté Yves Carbonnier une fois, et que je trouve très drôle. C'est l'histoire d'un gamin, il s'ennuie et tout ça, et puis il y a son père qui rentre comme ça, et puis
il dit ah bah tu sais, t'as l'air de t'ennuyer mon fils, j'ai vu là il y a un petit endroit, là il y a un club, il donne des cours de magie, est-ce que tu veux aller prendre un cours de magie? Ah bah oui papa, je veux bien, ouais je veux bien essayer alors, mais je vais t'inscrire, alors il y va. Le moment revient, il prend son jeu de cartes, il se renferme dans la chambre, machin, il fait il s'entraîne. 10 jours après, son père vient il dit tu veux bien, ça te dirait de prendre un deuxième cours de magie? Ah bah oui papa, ouais je veux bien, il va au deuxième, tu vois. Et puis il revient dans sa chambre, et au troisième fois, le père, bon alors tu veux un cours de magie? Ah non papa, je suis désolé, hein, mais j'ai trop de galas. Hein. Voilà, c'est un peu ça la mentalité d'aujourd'hui. La course au pognon et la course au végétariat. Bien sûr que c'est bien de gagner sa vie avec la magie, mais on se dit, ah oui, mais tu te rends compte, déjà 150 € par soir, enfin, quand je fais un gala, quel boulot peut me proposer ça? Mais on est des métiers à part, je veux dire, donc il ne faut pas se comparer à ce. C'est rien de péjoratif ce que je vais dire, il ne faut pas se comparer au mec qui a un petit boulot, c'est un métier, il faut essayer de lui donner des lettres de noblesse à ce métier. Comment est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour. Parce qu'on voit qu'il y a des magiciens qui font partie de la fac par exemple, et pour beaucoup de magiciens qui sont des électrons libres. Bah déjà, je pense aux semi-professionnels. Hein. Je pense aux semi-professionnels. Moi, quand j'avais un petit boulot à côté, je profitais de ça pour dire je veux cher. Parce que, justement, je savais que j'avais de quoi payer mon téléphone et mon électricité. Il y a des mecs, ils ont des boulots, et ils disent ah bah je peux faire la magie pour pas cher, ça plaira toujours les cadeaux des gosses pour Noël. Si on raisonne comme ça, c'est n'importe quoi. Je veux dire, et moi, alors, si je faisais le boulot de ce mec-là, en disant, ben moi, ça me plaît de diriger un supermarché, je veux dire, le week-end, j'ai rien à faire, ben, tiens, ben, pour 10 €, je vais vous faire votre boulot de comptable au supermarché, je vous dis n'importe quoi. Hein. Non. Le syndicat des comptables, ou je sais pas quoi, viendra voir en disant, monsieur, vous êtes bien gentil, mais voilà. Et, ça manque en fait de l'organisation. Voilà, il faudrait structurer quelque chose. Hein, parce que le problème, c'est qu'il y a des mauvais qui travaillent pour pas cher. Mais il y a des bons qui travaillent pour pas cher. Et ça, c'est encore plus grave. Parce que quand un mec est mauvais, on va se dire, bah, la prochaine fois, il faudra peut-être que je mette un peu plus de budget pour avoir un bon. Et quand le mec est bon et qu'il est pas cher, ça n'encourage pas à prendre un mec qui est plus cher. Ouais. Donc, et baisser les prix, je pense pas que ça soit la solution pour entretenir ça, parce que je vois qu'aujourd'hui, un close-up gagne moins que ce que je gagnais il y a 30 ans. C'est grave. Ouais. En général, surtout qu'avec dans tous les métiers, normalement, quand un magicien prend de la valeur, il... Ben oui, normalement c'est... J'ai toujours essayé de tirer vers le haut, on est quelques-uns à le faire, hein, mais c'est pour... Aujourd'hui, je touche du canapé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un peu en dehors du circuit, dans la mesure où le fait de faire de la télé me donne la possibilité de faire d'avoir des prix différents. Mais je connais des très bons professionnels qui ne travaillent pas beaucoup et qui sont même... Parce que la mentalité aussi a évolué. Donc, je vois beaucoup de professionnels qui ont du mal, je ne citerai pas de nom, mais qui ont plein de périodes. C'est devenu banal en fait, hein. C'est un peu banalisé quoi. Voilà, ouais, ça s'est banalisé parce qu'on en voit partout. Alors c'est pareil, je veux dire, Robert Houdin il s'est battu pour mettre la magie dans un théâtre. Parce qu'avant c'était des camelots, des escamoteurs qui étaient sur les places et tout ça. Alors on s'est battu pour faire de la magie dans le théâtre, et aujourd'hui la mode c'est de faire des tours dans la rue, quoi. Bientôt on ouvrira les chiottes, il y aura un magicien en train de faire des tours. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on le fasse une fois pour rigoler, je comprends bien. Mais après tout le monde veut le faire, voilà. Ah bah la magie dans la rue, c'est génial. Est-ce que c'est parce que aussi, d'un point de vue culturel, la magie n'est pas tellement acceptée moi je connais un petit peu le circuit, hein, Marty là-bas aussi. Comment, dans un centre culturel par exemple, des composants sont non magiciens. On n'est pas très considéré quoi. Bah oui, mais c'est parce que les gens de la culture ne le sont pas toujours cultivés. Parce que le patrimoine français est énorme, c'est même le plus riche au monde, certainement.
à travers son histoire et tout ce qu'il y a eu en France sur la magie. C'est peut-être l'image du magicien aussi qui n'a pas été très bien véhiculée. Oui, mais alors on retombe toujours sur le même. On va retomber sur le même sujet. Voilà, la manière de. La magie, moi, m'a apporté énormément. J'essaie de lui apporter un peu, en essayant d'abord de bien faire mon travail. Ça, c'est la première chose. Parce après, c'est chacun selon les moyens du bord, si j'ose dire. Enfin, je veux dire. Donc, essayer de donner une bonne représentation du métier, de bien faire mon travail, mais c'est aussi justement en parler d'une manière, on se dit ah ouais, c'est pas juste un truc, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les jeunes vous écouteraient si, Je sais pas, mais de toute façon là ils vont m'écouter, ils vont m'entendre, ils vont me voir, petit canaillou. Non voilà, bon. Alors ça c'est quoi? C'est le rôle de la pédagogie aujourd'hui parce que vous avez donc édité des cassettes. Oui. D'abord, comment ça a été accueilli au départ? Parce que c'était dans les années 80, début des années 90. Ouais. C'était peut-être la première fois qu'on voyait des cassettes vidéo dans des grands circuits, la FNAC. Ouais. Comment ça a été accueilli? Parce que le milieu des magiciens, ouais voilà, qui est assez fermé. Ben, en fait, moi je pense que c'était pas gênant, si j'ose dire, dans la mesure où c'était assez technique. Enfin, je veux dire, donc, il y a deux cas de figure. La première cassette faisait 1h40, je crois, à peu près. Magie par les cartes numéro 1. Un mec qui paye, à l'époque, qui paye une cassette, qui la met, si ça le branche pas, au bout de 5 minutes, il va laisser tomber. Donc il aura acheté la cassette et il va laisser tomber. Celui qui va s'accrocher, ça veut dire que ça va devenir un amateur potentiellement intéressant. Donc voilà, je pense que c'est bien. Voilà, je pense que il faut reconnaître quand même que le niveau technique des magiciens de cartes, à partir du moment où la série est sortie, parce que je vous promets qu'avant, on voyait un peu de tout. Hein. Moi, je voyais des mecs à la fac qui me disaient comment vous faites pour faire une levée double? Moi, vous mettez du coca ou non, c'est un petit peu ce qui est paradoxal. D'un côté, la magie qui se veut être un peu secrète n'a pas favorisé l'émergence de techniques. Donc on avait peut-être les magiciens qui n'étaient pas toujours au top. Et cette diffusion, on va dire, via la pédagogie, a créé plein d'amateurs qui peut-être après maintenant font un peu n'importe quoi dans le milieu. Oui, parce qu'on revient dans le problème, tout le monde veut faire du tennis, mais pas tout le monde veut aller jouer à Roland-Garros. Il faudrait structurer, voilà. Moi, c'est très bien qu'il y ait plein d'amateurs. Pourquoi? Parce que d'abord, ils parlent de la magie autour d'eux, ils en font à leurs amis, les amis vont avoir envie d'aller voir de la magie, etc., etc. Et puis eux-mêmes, ils vont aller voir les spectacles de magie, ça c'est très bien. Qu'ils en fassent, voilà, après un certain... Mais professionnel, est-ce qu'il ne faudrait pas un jour faire un conservatoire de la magie? Ça serait formidable. Mais d'un autre côté, vous savez, il y a des conservatoires de théâtre, et puis aujourd'hui, le mec qui est au chômage, qui ne sait pas quoi faire, il dit qu'il veut être comédien. Alors, il y a des vrais comédiens qui sont au chômage, et il y a des mecs qui ne savent rien faire, qu'on voit à la télé ou au cinéma, ou je ne sais pas quoi, dans des rôles plus ou moins importants. Donc il y en a peut-être quelques-uns sur le tas qui ont du talent, mais pas tous. C'est cette médiatisation aussi. Et puis c'est cette course aujourd'hui, tout le monde veut être star, justement par le fait de tous les crochets, toutes les émissions de télé. Tout le monde, les gens avant tout, ils veulent devenir. Ça reste assez facile aujourd'hui de passer à la télévision finalement, parce que il y a tellement d'émissions, des fois d'émissions on va dire qui n'ont rien à voir avec le spectacle. Hein. Oui. Mais à la limite, il y a un peu de magie en ce moment. Il y a Canal, il y a France 5 aussi. Mais bon, là on retombe sur le problème des prix, parce que d'après ce que j'ai entendu dire, ils sont pas. C'est la télé, quoi. Vous payez pour le plus grand cabaret? Oui, bien sûr. On peut pas dire combien, j'imagine. On va pas le dire, mais bon. D'accord, c'est important de le savoir. Il n'y a pas que l'image vitrine, il n'y a pas que la vitrine. Non, parce que, encore une fois, je pense aussi que on ne serait pas considéré de la même manière si on ne se faisait pas payer. Qu'on ne se fasse pas payer. Quand on va, si demain, c'est normal, je vais présenter un bouquin ou mon DVD dans une émission, ou une boîte de jeux, ou je sais pas quoi, là, je ne suis pas payé.
Je viens pour faire de la promotion d'un produit à moi. Mais à partir du moment où une émission m'engage pour venir faire quelque chose, c'est payé. Après, s'il y a l'autre cas où éventuellement c'est pas payé, si c'est une émission débat. Hein, si demain on faisait un débat, j'avais fait l'émission, comment ça s'appelle C'est mon choix. non, j'avais fait. C'est l'émission débat. J'avais fait. Comment ça s'appelle Ça se discute. Ouais, voilà. J'avais fait Ça se discute. Là, j'étais pas payé. Ouais. Mais c'était une émission débat. débat. D'accord, voilà. direct, quoi. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, c'est facile de passer à la télé, c'est plus compliqué d'y rester. Ouais. Ouais, voilà, donc je fais une émission, on va dire, dans des émissions, donc genre c'est mon choix, bon bah. Oui, c'est du one shot. Voilà. T'en vois plein qui font un paquet. Ça n'a Après, pas d'intérêt, quoi. perdurer, c'est qu'il y a aussi Ça n'a pas d'intérêt. autre chose que Ça n'a pas d'intérêt parce qu'on sait qu'ils sont pas payés. On sait. Comment vous êtes arrivé à donc votre première vraie émission, c'était Coucou c'est nous? Alors, ma première série d'émissions, enfin voilà. Alors la toute première fois. Ma première télé, c'était en 1972, Ah. dans une émission qui s'appelait On ne peut pas tout savoir, qui était une émission de jeux et de variété. Et la fois où j'étais, on était deux invités, il y avait Lynn Renaud et moi. Moi j'étais jeune, elle était déjà vieille, et tout va bien. Donc ça c'est ma première télé. Après j'en ai fait pas mal d'autres, j'ai fait au moment où il y a eu la 5, j'ai fait un débat sur les tricheries, j'ai fait Ça se discute. Ça se discute, c'était. Non, pas Ça se discute, j'ai fait, qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Si ça discute avec Delarue. Non. Oui, Delarue, je l'ai fait une ou deux fois quand il a fait des émissions sur la magie. Ouais. Voilà, bon. Et non, le truc avec. Comment il s'appelait ce type qui faisait des débats où ça arrêtait pas de se friter? De Chavannes? Non, avant de Chavannes. Perron Non, c'était. Sheffield. Non. Non, Michel Phil, il a démarré au moment de Ciel Montmardi, lui. Avant c'est Lombardi. Ah oui, c'était avant Alors avant c'est Lombardi. C'était. Comment il s'appelle ce journaliste dégarni avec les cheveux longs qui fait. C'était toujours Boxon dans les émissions. Voilà, exactement, c'était un débat, c'était comme dans un bistrot et. Toute ma génération. Avec la vache, non, c'est pas avec la vache. Non. Ah mais oui, comment il s'appelle Oui, je veux bien. Il y avait un blouson de cuir, c'est ça Oui, ça m'est arrivé, mais. Ouais. Je peux voir. C'est l'émission où les mecs se jetaient des bouteilles à la Ouais, tête. voilà, donc il y avait eu une soirée sur les casinos et j'étais venu pour parler de la tricherie. D'accord. Et donc la mission régulière, c'était. Et donc, alors, après, dans les grandes émissions que j'ai fait grand public avec Sabatier. Ouais. C'était à Tignes, voilà. Voilà, j'ai fait aussi Les choses du lundi avec Jean Berthaud. J'ai fait 2 fois. Jean Berthaud est un monsieur, un journaliste avec les cheveux blancs, qui faisait des émissions d'après-midi. Il m'avait fait venir une fois parce qu'il avait fait un spécial Jean Weber. Jean Weber était un comédien de la Comédie Française, Jean Berthaud, parce qu'il adorait Close-Up et il voulait. Voilà. Et après Jean Berthaud, j'ai sympathisé avec lui. On a fait une émission de magie. Donc Jean Berthaud m'a demandé d'organiser toute l'émission. Donc j'avais fait engager Philippe Socrate. Et on avait invité aussi sur le plateau Pierre Etex, Georges Proust qui était venu avec des objets de collection. Qui y avait d'autres? Je crois qu'il y avait encore 1 ou 2 autres personnes. Je me souviens plus. Enfin voilà, donc ça c'était une émission de 2 heures à peu près, 2 heures, 2 heures et demie sur la magie. À l'époque c'était pas mal. Et puis voilà, et donc différentes petites émissions comme ça. Et puis après, pour la sortie de la cassette, ça c'est rigolo, pour la sortie de la cassette de la magie par les cartes numéro 1, il y a l'attaché de presse qui me dit vous allez passer à Coucou c'est nous. Et je dis très bien, alors il me fixe une date, bien sûr ça se décommande 3 jours avant, ça sera la semaine prochaine, enfin voilà. Donc je me suis dit bon on verra bien, ça se fait tant mieux, si ça se fait pas, tant pis. Voilà. Et puis un jour on m'appelle, bon bah est-ce que vous pouvez venir demain? Bon, je dis bah ouais, je viens demain. Donc j'emmène plusieurs trucs sur moi. Et puis j'arrive sur le plateau, De Chavannes n'était pas là, parce que De Chavannes n'aime pas répéter. Donc il aime bien découvrir les choses et être spontané. Tout en impro. Ouais. Et donc je suis arrivé, et il y avait Massimo qui était le réalisateur, qui me dit bon alors je vous dis tout de suite, hein, ça va durer 3 minutes.
Patrice vous présente, Christophe vous dit bonjour, et vous faites un tour, on fait un gros plan sur la cassette, et puis on passe au suivant. Je dis bon, mais moi, je dis, je suis pas sûr que ça se passe comme ça, donc prévoyons. Et donc je démarre, et donc je devais faire 3 minutes, enfin c'est ce qu'on m'avait dit. Et donc Christophe accroche. Ah, je peux prendre votre jeu de cartes, machin, nanana, hein, il en met partout, machin. Ah, faites-moi un autre, hein, ah, faites-moi un autre, ah, faites-moi un autre. Et du coup, je fais 20 minutes. Donc, d'abord, il y avait des mecs qui faisaient des rubriques qui faisaient un peu la gueule parce qu'ils passaient pas, et s'ils passent pas, ils sont pas payés. C'était en direct? Ouais, c'était en direct. Donc voilà. Là-dessus, je retourne dans ma loge. Au bout de 5 minutes, j'entends frapper à ma porte, et une assistante qui vient me voir, qui dit Christophe voudrait savoir si vous voulez qu'on représente la cassette la semaine prochaine. Pas de problème. Donc la semaine d'après, rebelote, où là je fais 10 minutes à peu près. Je retourne dans ma loge, toc toc toc. Oui, Christophe voudrait savoir si vous pouvez passer mardi au bureau, il voudrait vous donner une rubrique. Et là, on a négocié les prix. Donc, en fait, effectivement, les 2 premières fois, je l'ai fait gratuitement parce que je venais présenter ma cassette. J'ai joué le jeu. Maintenant, je me suis bien douté que la deuxième fois, s'il me faisait venir, c'était pour voir si j'avais 4 tours à mon répertoire ou si j'étais capable de l'éliminer. Donc, étant donné que 2 fois, je l'ai bien sonné, quoi. Il m'a donné une rubrique et on est resté presque 5 ans. Et c'était toutes les semaines? Au début c'était 1 fois par semaine, et puis après c'était 2 fois par semaine, et puis après c'était s'il manque quelqu'un je t'appelle. Parce qu'en fait j'ai fait la connerie monumentale, à un moment j'ai déménagé et j'habitais juste à côté de la maison de la radio. D'accord. Donc quand ils avaient un problème parce qu'un invité ne venait pas au dernier moment, allô Bernard, tu descends? Ah, il tournait à la maison de la radio. Ouais. Donc ça arrivait qu'il m'appelle, j'étais en robe de chambre en me disant tiens, je vais regarder ce qu'il va faire, Christophe et Patrice. Et je me mettais, je voyais presque le générique, le téléphone sonnait. Bernard, j'ai un problème, tu peux descendre là, tu fais un truc là. Ah oui, bon, j'arrive, 10 minutes. Hein. Je descends. Voilà, c'était assez. Alors, la magie à la télévision, qu'est-ce que ça a de particulier? C'est pas la même magie, forcément. Non, de toute façon c'est pareil. Enfin, je veux dire, le close-up, la scène, le salon, la télé sont des choses différentes, surtout sur du direct. En fait, surtout sur du direct, on n'est pas maître des caméras. Hein. C'est-à-dire que même si on dit faites attention à cet angle, c'est pas évident que sur un direct ça se passe comme vous l'avez demandé. Pas parce que l'autre il veut vous rouler dans la farine. C'est que voilà, ici il suffit que l'invité qui est là parle et boum, la caméra vient comme ça. Ça peut, voilà, donc il faut être vigilant. Voilà, il faut. Il y a un choix des tours, des techniques, ouais, parce que oui, il faut reconsidérer les tours. Il y a des tours que j'ai fait. Que je fais toujours et que j'ai fait en télé, je ne les ai pas fait obligatoirement pareil en télé que je change des choses. Parce qu'on ne peut pas détourner l'attention d'une caméra, parce que ceci, parce que cela. Votre souvenir le plus fort à Coucou c'est nous? C'est quand Drucker était l'invité. Ah oui? Ah oui. Drucker était l'invité principal et j'avais fait le tour avec le couteau. Avec la fausse main? Ouais. Et ça c'était génial parce que De Chavannes n'était pas prévenu. Et Drucker est devenu blanc, mais blanc comme un linge. Et De Chavannes a fait ça. Mais vraiment, il a eu pendant 2 secondes, il a pensé que je m'étais planté la main. Et d'ailleurs après, il est venu voir dans ma loge, il m'a fait Bernard ce soir. Comme ça. Voilà. Et la première émission était super, d'abord parce que la première émission, donc, parce que justement De Chavannes me découvrait, donc c'était intéressant parce qu'il s'en est pris plein la tête. Pour rappeler du premier tour que vous avez fait? Ouais, j'ai fait mes chevaux de bataille, hein, j'ai fait la routine de carte ambitieuse avec le jeu blanc, j'ai fait. Donc je me souviens pas de tout, mais bon. Mais je l'ai bien sonné, quoi. Et ce qui était super, c'est que c'est passé au zapping de Canal le lendemain. Le lendemain.
Donc c'est bien. Première émission avec De Chavannes, ça passe au zapping. Le mec, il... Voilà. Donc l'émission s'est arrêtée. Ouais. Ils sont revenus après, ils ont... Voilà, ouais. En fait, ouais, parce que De Chavannes a mal calculé son coût, parce qu'on lui a donné une émission de 20h30, et il a dit bah, j'arrête Coucou c'est nous. Et en fait, en réalité, il aurait dû faire les deux. Pendant un temps, le temps de passer, de faire le relais, quoi. Donc l'émission qu'il a fait après n'a pas bien marché. Donc il est revenu à Coucou c'est nous, et encore une fois il a fait une erreur, parce qu'avant de reprendre Coucou c'est nous, il a dit je me repose pendant 2-3 mois. Donc on a repris, et une fois que le public avait décroché de Coucou c'est nous, on a repris Coucou c'est nous pendant 1 an et demi, hein, quand même, mais ça n'a pas marché aussi bien qu'au départ. Parce qu'au départ c'était affolant. Ouais, et entre-temps, quand on sortait des studios, il y avait les gens qui criaient à la sortie, c'était ah, déjà les autographes, les machins, enfin bon c'est pas... et entre-temps il y avait je crois Studio Gabriel qui s'était... Et voilà, Studio Gabriel avait démarré, et en fait, Studio Gabriel au début ne marchait pas du tout. Et c'est pour ça que si De Chavannes avait repris tout de suite Coucou c'est nous, Studio Gabriel n'aurait pas marché. Parce qu'ils n'auraient pas récupéré le voilà. D'ailleurs, une fois j'étais avec Michel Drucker, et lui-même le disait, il a fait la connerie de sa vie. Parce que voilà, il fallait pas arrêter Coucou c'est nous au moment de l'autre émission, et 2, il fallait pas rester 3-4 mois sans rien faire. Après on a... Alors, vous êtes passé ensuite au Plus Grand Cabaret, c'était quoi, 15 ans maintenant, Plus Grand Cabaret? Ça fait 12 ans. 12 ans, Plus Grand Cabaret. Ouais. Comment s'est passée cette rencontre? Vous savez, il y a un truc qui est important, c'est assez marrant, mais dans la vie, il y a des moments où on se dit que ça va pas, et qu'en fait, moi j'ai eu un moment dans ma vie où ça allait pas bien du tout, parce que mon père est décédé, au même moment j'ai eu des problèmes familiaux, etc., etc. Mon fils est parti vivre aux Antilles avec sa mère, et tout ça, donc j'étais plutôt très mal, le business marchait pas, parce que tout ça, ça fait boule de neige en général, hein, tout ça. Ouais. Et en fait, j'ai refait du restaurant. En fait, c'est les restaurants de Guy Savoy qui m'ont demandé de reprendre. Il y avait un très bon magicien, comment il s'appelait déjà, j'ai plus son nom sur les yeux, si j'ose dire, mais bon, c'est pas grave, qui avait fait les restaurants de Guy Savoy, et malheureusement, il est décédé très jeune. Et donc, quelques années après, enfin, au moment où ça allait pas, tout ça, on m'a proposé de refaire la magie dans les restaurants de Guy Savoy. Et ça m'emballait pas dans la mesure où faire du restaurant, bon, mais le business à ce moment-là marchait pas fort, donc il fallait réagir. Et puis je me suis dit, bah, de toute façon ça va m'aider à sortir un peu de ça. Et donc j'ai fait les restaurants de Guy Savoy, et dans un de ces restaurants, sur le restaurant-là, en plus j'étais client avant de faire de la magie dans ce temps, mais j'y allais assez souvent aussi. Patrick Sébastien y allait une fois par semaine. Et donc il m'avait vu à l'époque, au début il m'avait vu en tant que client, enfin j'étais client comme lui au restaurant. Et puis un jour il a vu que je faisais de la magie là, donc je lui ai fait quelques tours et tout ça. Puis on discutait comme ça, machin. Mais moi j'ai jamais été le genre de mec à m'incruster. Je suis pas un mec qui sait bien démarcher, je suis pas un démarcheur. Je sais sauter sur une occasion s'il y en a une, mais je sais pas toc toc, bonjour c'est moi, voilà mon CV, c'est pas mon truc. Donc on se rencontre plein de fois. Bon, et puis quand il venait, je ne faisais pas de la magie à chaque fois, parce que je voulais justement pas que ça ait ce côté style. Et puis un jour, je vois une émission, le plus grand cabaret du monde, numéro 1, au Moulin Rouge et tout ça, pourquoi pas. Et je vois, et je dis, mais il n'y a pas de closer. Et puis, 4 jours après, je le vois au restaurant. Et je lui dis, mais attends, pourquoi t'as pas mis de close-up Vous le connaissiez un peu finalement? Oui, je connaissais un peu, parce que j'avais fait des tours plusieurs fois justement au restaurant, et puis on avait un peu discuté et tout ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas mis de close-up aux tables? Il me dit, tu crois que ça marcherait?
Et là, du tac au tac, je lui réponds, tu crois que Christophe m'aurait gardé 5 ans si ça ne marchait pas? Il m'a dit, bon, t'es là la semaine prochaine. Et ça a commencé comme ça. Et voilà, ça a commencé comme ça. Pendant 1 an et demi, je passais 2 fois dans l'émission. Hein, une fois en début, une fois en fin d'émission. D'accord. Et puis après, on n'a fait qu'une fois. Mm. Voilà. Et on a gardé cette cadence, donc ça fait environ, quand même, depuis l'année dernière, c'est lui qui me l'a proposé, et c'est vrai qu'il m'a dit, de temps en temps, tu peux refaire un truc que tu as déjà fait. C'est vrai que de toute façon... Ouais. Mais mine de rien, ça fait quand même environ 130 numéros différents depuis que j'y suis, quoi. Alors comment vous faites aujourd'hui pour trouver des idées? Vous faites, vous travaillez avec Michael Châtelain? Là, ça fait 1 an qu'on n'a pas travaillé ensemble. Hein, Vous faites appel à des gens extérieurs maintenant pour trouver des idées? Moi, je suis un vieux loup solitaire, si j'ose dire. J'ai quelques copains. S'ils voient un truc, ils me disent, tiens, j'ai vu ça, ça pourrait t'intéresser. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Parce que justement, ils n'ont pas l'habitude de raisonner télé. Donc il y a des trucs qui sont très bien pour faire effectivement comme ça, mais qui ne sont pas obligatoirement bien pour la télé. Donc parmi ce qu'ils me disent, il y a du bon et il y a du déchet. Entre guillemets, enfin pas du déchet dans la mesure où c'est pas bon, hein, mais c'est pas bon pour la télé. Enfin à mon avis, ça n'engage que moi. Mais je partage l'idée avec moi-même. M'énerve, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, pour se renouveler, du coup. Ouais. Donc, je cherche beaucoup d'idées par moi-même, parmi tout ce que j'ai pu voir depuis mes 45 ans de magie. Voilà, je visionne des choses, parfois je vois un truc, ça me rappelle autre chose, voilà, etc. Et vous avez de l'avance devant vous? Est-ce que vous trouvez un tour ça dépend des périodes. J'ai eu des périodes où je finissais une émission et je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans 3 semaines? Ouais. Ça, et puis, il y a des périodes où je sais, pas obligatoirement, les tours ne sont pas travaillés, mais j'ai telle idée, ah ouais, tiens, je pourrais faire ça. Donc ça, c'est bien déjà, parce que quand tu as ça, ça te permet de te dire, bon, pour mettre au point la routine, il faut environ 8-10 jours. Le problème, c'est que c'est souvent des routines que j'ai jamais faites. Voilà. En public. C'est fait pour cette émission, quoi. Voilà. La période où j'ai travaillé avec Michael était très très intéressante parce que c'est un mec qui bricole vachement bien, qui a des bonnes idées et que je pense que je l'ai aidé à structurer des idées, voilà. Et j'ai amené des idées, on avait une bonne alchimie, disons. Parfois c'est lui qui avait les idées, parfois c'était moi. Parfois j'arrivais avec une carte truquée en disant tiens, tu crois pas qu'on pourrait améliorer ça, tout ça. Tout le monde, voilà. C'était bien parce qu'il y avait une bonne... Et il est parti vivre en province, donc aujourd'hui, là ça fait pratiquement 1 an que je ne l'ai pas vu, donc voilà. Mais c'était une très bonne période, on a fait du bon travail, je pense. Voilà. Vous arrivez à vous rappeler de tous les tours que vous avez fait? Des fois ça vous arrive pas de vous dire mais ça j'ai déjà fait? Non, je sais, je sais à peu près ce que j'ai fait. Bon, de toute façon j'ai pratiquement tout sur DVD, hein, donc même Coucou c'est nous. Oui, de toute façon. J'ai pratiquement toutes mes prestations, je les ai. Alors cette émission Plus grand cabaret du monde, c'est quand même... c'est une superbe émission. C'est une superbe émission. C'est une superbe émission, c'était un temps pour... Je pense que ça, Patrick a fait pour la magie énormément. Il est fan de magie? Il adore. Il adore ça, hein. Il adore. Ça reste la référence. Hein. Ouais, je disais pour les gens, c'est le... Non, Monique Nakachian fait un travail incroyable de recherche. Après, il y a la sélection et tout ça. Et il faut, voilà, c'est une superbe émission. Quelle promotion pour la magie, quoi. Je veux dire, c'est encore plus fort même que les émissions de Paul Daniels, qu'il a fait lui aussi pendant 15 ou 20 ans. Bon, c'est différent parce que Paul Daniels était le présentateur magicien. C'est différent comme approche et tout ça, mais je veux dire, voilà, ça donne des lettres de noblesse incroyables. Aujourd'hui, je pense que justement, par ce fait, ça peut aider à dire, voilà, vous voyez, c'est le plus grand cabaret du monde, et voilà, les prix, il faut essayer de...
Ouais, donc il y a un respect, on va dire. Il y a un respect aujourd'hui qui est. Voilà. Aujourd'hui, il y a 15 ans, les gens ne savaient pas ce que voulait dire le mot close-up. Ouais. Aujourd'hui, les gens savent ce que c'est qu'un magicien de close-up. Et l'émission du plus grand cabaret du monde, elle est partie pour durer maintenant encore, ou vous savez pas? On fait encore toute la saison là. Après c'est des problèmes de négociation entre là, c'est la nouvelle direction de France 2 qui arrive. Je pense que ça devrait bien se passer. Bon, on est là au moins pour un an. Quoi. Bon, ça fera 13 ans, c'est déjà énorme. Une émission de magie, enfin pas magique que de magie. Hein, visuel, mais une émission de visuel pendant 13 ans, c'est énorme. Et puis avec une bonne qualité, quoi. Je veux dire, bon, bien sûr, il y a des numéros qui sont mieux que d'autres, ça on peut pas. Mais quand même, la moyenne générale est hyper élevée. Quoi. Il faut trouver les numéros, parce que depuis 12 ans, c'est bien, c'est fort, très fort. Comment vous voyez la magie? Quel regard vous avez sur l'art magique aujourd'hui? C'est-à-dire quel regard de quoi? Par rapport à quoi? À ce qui se passe aujourd'hui, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais au milieu des magiciens et aussi au niveau le niveau a augmenté quand même, le niveau a progressé. Oui, le niveau, oui, tout à fait. Aussi bien sur scène qu'en close-up. Oui. Moi, bon, parmi les trucs qui me... Aujourd'hui, on fait tout sur la rapidité et les visuels. On essaye des trucs très... machin. C'est bien, hein, les trucs rapides et visuels, mais... ça enlève du mystère parfois. Ouais, c'est moins magique. Voilà. Donc il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on dit ça, ah t'as vu c'est incroyable, les fly de 3 pièces et tout ça. Oui, bien sûr l'effet est très joli, mais si on fait que des effets comme ça, on les tue les uns les autres. Alors qu'est-ce qui pour vous caractérise la magie justement? C'est quoi la magie? C'est le mystère. Le mystère, alors comment on obtient ça? C'est par la lenteur? C'est par la lenteur, c'est par la netteté. Moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulateurs, ils font gling gling gling, ils se chargent, ils se tournent à chaque fois pour fou. Il ferait mieux d'en sortir moins, mais qu'on voit pas les charges. Quoi. Enfin, il y a un moment, les gens ils sont pas fous. Quoi. On se tourne il a sa main droite, il se tourne, il prend, il se tourne la main droite, et les gens sont pas complètement, il faut pas les prendre, voilà. Quand Fred Capps ou Cardini fait son numéro, on voit pas les prises. Et ici, ils travaillent lentement, les mecs. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux faire disparaître 10 pièces, ou en faire disparaître une d'une manière très nette? Voilà. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis moi, ce que j'aime pas du tout, par contre, c'est la magie Internet. Je l'appelle la magie Internet. C'est tous ces mecs qui font des tours qui seraient incapables de faire en conditions réelles. En conditions réelles, parce qu'il y a un japonais, là, Cyril machin, il fait plein de trucs super sur Internet, mais quand il est venu au Grand Cabaret, il a fait un numéro de carte. Hein, enfin, voilà. Que c'est facile de faire des miracles avec un comparse qui est dans la foule où on lui refile un truc, ou alors on fait tomber une pochette d'allumettes, et puis soi-disant la caméra fait ça pour... mais en réalité elle sait très bien qu'elle va tomber, la pochette d'allumettes, et quand on revient, le truc qui était sur la table, c'est plus le même et tout. Bon, mais ok, c'est rigolo, mais moi quand je vois des magiciens dire « Ah, t'as vu ça sur Internet, c'est génial !» Je dis « Oui, mais il y a 4 plans de coupe. » Mais les gens, je suis pas sûr que les gens en soient conscients, quoi, du coup. Bah oui, mais c'est grave, parce que les mecs sont soi-disant des magiciens qui regardent. Une fois, justement, j'étais avec Michael, il me dit « Ah, t'as vu ça sur Internet ?» Il me le montre, je dis « Mais t'as vu, il y a 3 plans de couple. » On fait ce qu'on veut, quoi. Bah bien sûr, je veux dire, tout est pipoté, quoi. Tout est pipoté. C'est comme les... Voilà. Il y a même dans les émissions de télé, maintenant, on fait des émissions pipotées. Et ça, c'est grave. C'est grave, parce que c'est comme... on va dire, ah oui, mais c'est pour le show. Non, non, non. Le mec, d'abord, parce qu'ils ne savent pas travailler, alors ils font comme ça. C'est pas une big star, c'est pas un magicien qui, pour une fois, va prendre un compère. Non, c'est les mecs qui font ça tout le temps parce qu'ils ne savent pas travailler. Mais... pourquoi je dis ça? Oui, parce que moi, je considère que c'est comme... Si je vais voir Pavarotti, aujourd'hui, ça va être plus dur, mais si je vais voir Pavarotti et qu'il chante en playback, je trouve ça scandaleux. Et quelque part, quand un mec utilise dans une émission de télé
ou sur internet des trucages comme ça, il chante en playback. Il n'est pas capable de faire ce qu'il prétend faire. D'accord? Et ça c'est grave. Parce que les gens, on les dupe. Et c'est pas qu'on les dupe, on les dupe sur la qualité du travail. On les dupe, voilà. Enfin, c'est la façon de... Qu'est-ce que vous pensez du... Parce qu'on a l'impression que c'est nouveau aujourd'hui, le mentalisme. Oui. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de... Moi, je trouve, beaucoup de déviance. Oui. Bah, le mentalisme, moi, ça dépend qui le fait, hein, mais c'est comme tout, la magie aussi, hein, ça dépend qui le fait. Si le mec, il se la pète, enfin, si le mec, il essaie de faire croire qu'il a des pouvoirs et tout ça, qui se le joue au premier degré, j'aime pas. Si c'est fait avec humour, intelligence, j'aime. C'est étonnant que les gens... Enfin, pourquoi les mentalistes veulent absolument se dissocier des magiciens? Est-ce qu'un mentaliste est un magicien? En général, le problème c'est qu'un mec qui fait beaucoup de magie a du mal à être un bon mentaliste, je pense. Parce que c'est une approche qui est différente. Il faut arriver à vraiment dissocier l'approche mentaliste de l'approche magicien. J'ai fait des tours de mentalisme au Grand Cabaret, ça passe pour des tours de magie. Et je vois parfois des mentalistes faire le même tour dans une autre émission. Et on dit c'est du mentalisme. Donc c'est la manière de faire qui est différente. Parce que justement, moi je joue pas sur ce côté. Ouais. Pouvoir. J'ai eu un flash. Alors, c'est bien de jouer j'ai eu un flash et tout ça, mais avec humour, c'est-à-dire que les gens. Là, ça rejoint la phrase de Mireille Roscar, hein, s'il n'y a pas de truc, c'est extraordinaire, mais s'il y en a un, c'est encore plus fort. Voilà, et il faut. Quelle phrase extraordinaire, quoi, parce que c'est comme ça que devraient faire tous les mentalistes. C'est-à-dire que, ok, j'ai peut-être un pouvoir, mais. C'est pour ça que j'aime bien Max Mevan, parce que, avec son côté son comme ça, au début, on se dit, ah oui, c'est un mentaliste. Et puis quand il fait ses poux ou ses machins, des trucs comme ça, et de temps en temps un clin d'œil, un sourire, on comprend que ah ouais, ah non voilà, c'est peut-être pas mentaliste. Il laisse l'ambiguïté. Il reste un homme du spectacle en fait. Voilà. Et car ce qui est extraordinaire, moi, c'est qu'il y a plein de mentalistes qui se prennent pour des grands mentalistes, mais quand ils passent dans des émissions, ils foirent tout. C'est vrai, ça me rappelle quelque chose de récent. Et alors ça me fait rire. Je me dis, si les meilleurs font comme ça, comment doivent faire les mauvais? Donc on a vu la même émission en fait, c'est ça? Oui. Avec le meilleur. C'est cool ça. Non, on n'a pas donné de nom. Puis on a déjà des soucis avec lui. L'avenir de la magie, c'est quoi aujourd'hui? Pas des mentalistes. On parle de magie nouvelle aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi la magie nouvelle. Non, je connais l'époque des terres nouvelles, mais magie nouvelle c'est quoi? La magie nouvelle, alors il y a une formation qui se fait maintenant à Chalon. Chalon en Champagne. Champagne. À l'école du siècle, non? Ouais, au CNAC. Ouais. CNAC, qui a donné, donc, qui a créé des artistes, mais qui c'est bien, hein, attention, ils font des spectacles qui sont un petit peu, à mon avis, qui sont pas si nouveaux que ça, parce que en gros ils essaient de faire de la théâtralisation de la magie, mais bon, je crois pas que ce soit nouveau. Donc c'est quoi pour vous l'avenir de la magie? Comment elle va évoluer cette magie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire qui va peut-être... Parce que bon, c'est cyclique la magie. Ben, c'est dur de dire comment elle va évoluer. Si les prix des close-up et des choses comme ça continuent à descendre, ça va être dramatique. Je parle pas, parce que je pense que pour la scène, tout ça, c'est encore des choses différentes. Parce que les professionnels ne gagneront plus assez d'argent, donc ils prendront un métier à côté, donc ils seront semi-professionnels. Et il y en a d'autres qui auront un métier à côté, qui feront de la magie pour arrondir les fins de mois, donc ce seront des semi-professionnels. Donc en fait, il y aura des semi-professionnels, mais il n'y aura plus de professionnels. Il restera comme professionnels les quelques-uns qui seront médiatisés à ce moment-là. Voilà. Je pense que pour les mecs comme Bertrand Lotte ou Daniel Harry, c'est pas un problème, parce que ce sont des grosses structures, donc il y a fatalement peu de magiciens qui vont se permettre d'avoir ce genre de structure. Donc pour eux, je pense que c'est pas un problème.
les magiciens de scène, le magicien de scène, le problème c'est qu'il y a de moins en moins de scènes. Donc après, il n'y a que la possibilité d'aller vers le one-man show, comme fait Éric Antoine ou Mortimer. Donc ça, c'est à mon avis un truc qui va se développer. Ce qui est amusant, c'est que mon one-man show, Bellissimo, que j'ai fait en 95, en fait, était complètement en avance sur ce qui se fait aujourd'hui. Je l'ai fait trop tôt, quoi. Donc c'est assez rigolo. Mais peut-être qu'on le refera. Il ne le fait plus là, ce truc? Non, mais je le fais quand je le vends, mais je veux dire, je passe pas dans un théâtre à Paris ou des choses comme ça, quoi. C'est une volonté d'autre part? C'est parce que... Non, c'est que... Alors là, c'est que je... Genre, comment je vais vous dire ça? C'est que... Aujourd'hui, les producteurs, là aussi, les producteurs ont changé de mentalité. Aujourd'hui, les producteurs, ils prennent 80%, ils laissent 20%. Avant, c'était le contraire. Parce qu'aujourd'hui, pour passer une salle, il faut louer la salle. Voilà, oui, non, mais il a toujours fallu louer des salles. Enfin, non, c'est pas vrai, il n'a pas toujours fallu, parce qu'avant, les théâtres faisaient coproduction, c'est-à-dire qu'ils prêtaient la salle, ils prenaient un pourcentage, etc. Mais aujourd'hui, les producteurs, ils veulent prendre sans donner. Puis quand ils vous prennent, ils vous pressent comme un citron. Hein. Donc le problème, c'est de trouver un producteur qui a une mentalité, quand je veux dire à l'ancienne, je me comprends, mais style, bon, on tente une aventure. Le but, il n'est pas que je lui pique tout son pognon, parce que c'est pas une bonne manœuvre non plus. Parce que si le producteur, il perd trop de pognon, et ben après, il ne voudra plus produire de magie. Donc il ne faut pas qu'il perde trop de pognon, mais il faut aussi que tout le monde s'en sorte. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des grosses structures de production qui font travailler plein de comiques et tout ça, mais les mecs, ils s'appartiennent plus à eux-mêmes, quoi. Enfin, ils n'ont plus de vie. Alors, j'aurais 20 ans, j'aurais envie de me faire connaître. C'est peut-être une solution. Pendant 4-5 ans, je fais ça. Aujourd'hui, j'ai 55 balais, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est-à-dire que si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant mieux. Je gagne ma vie aujourd'hui comme ça. Je serais content, je serais ravi même emballé de refaire du one-man show. Enfin, de le refaire, c'est-à-dire dans un théâtre et avec une vraie structure derrière moi. Mais si c'est pour vendre mon âme au diable, non. Voilà, parce que ce qui est important, encore une fois, c'est de faire ce qu'on aime comme on aime. Parce que si on va au boulot, on a la chance de faire un boulot qu'on adore. Donc si on a l'impression, ah, il faut que j'y aille, là. Ah, puis demain, il faut que je sois à Montpellier, puis... Ah, c'est normal hein, qu'il y a des moments où on a des... Mais il faut que ce soit sur des périodes... Voilà, si toute l'année, si c'est pour travailler 400 jours par an, c'est, je veux dire, non, le ski artistique, si ça devient trop machinal, on perd l'âme. Hein. Donc il faut avoir des périodes. Et c'est pour ça que ce que j'aime bien, c'est que aujourd'hui, avec les produits dérivés, la télé, les close-up, le one-man show, ce qui est important, c'est que quand tout tourne, c'est bien parce que justement, on ne se fatigue pas de l'un ou de l'autre. C'est pas une parole de flemmard ou pas flemmard, non, c'est pas ça. Choisir aussi. C'est que ça permet de se dire, tiens, bah là, pendant 4 mois, je vais faire une tournée pour mon one-man show. Ah, et puis, tiens, bah, là, cette année, on reprend le grand cabaret, donc... Ah, et bien, tiens, je vais faire un nouveau DVD. Et ça permet de ne pas se lasser. Parce que je pense que les mecs qui font... c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai jamais voulu faire de cabaret. C'est que quand les mecs ils passent dans 4 cabarets par soir, quoi qu'aujourd'hui c'est assez rare les mecs qui font 4 cabarets par soir, mais voilà, les types qui faisaient 4 fois leur numéro tous les soirs, toute l'année. Ah, ils ont fait des carrières entières. Moi je ne pourrais pas, hein. Je peux pas, parce que j'ai besoin d'être spontané. Donc à partir du moment où ça devient trop mécanique, je rembobine et je mets le pilote automatique, je m'ennuie, quoi. Et si on s'ennuie, les gens ils sentent bien que c'est plus pareil. Hein. Donc c'est pour ça, ce qui est important, c'est d'avoir envie de donner et de faire. Si les gens voient que je m'amuse, ils vont s'amuser. Alors comment vous avez su garder cette passion avec le temps? Je sais pas, je sais pas comment j'ai fait, l'alchimie s'est bien passée. Aujourd'hui, j'ai toujours envie de faire de temps en temps un DVD, de temps en temps de la télé, de temps en temps... C'est le fait de mais je veux aussi, c'est pour ça qu'on revient sur l'histoire des producteurs qui sont un peu trop comme ça, je veux aussi avoir le temps de voir mes enfants, de m'occuper de... J'adore la musique, j'adore le théâtre, j'adore aller voir des spectacles, donc de faire d'autres choses. Et
partir en vacances. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des structures de production qui font que les mecs, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, quoi. Ils appartiennent à une production. Alors, quand on a 20 ans, on se dit, ça peut être pas mal, parce qu'on se dit, voilà, je fais ça pendant 4-5 ans, je deviens un peu connu, et après je vais rouler par moi-même. Mais aujourd'hui, à 55 balais, j'ai pas envie de me bloquer 5 ans avec une personne qui me... Vous apprenez toujours? Est-ce qu'on apprend toujours la magie? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. S'il y a encore des magiciens qui vous bluffent? Oui, oui, ah bah, il y en a qui peuvent me bluffer plus souvent que d'autres. Mais n'importe qui peut me bluffer quelque part, parce que je veux dire, on connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît jamais tout. Votre père était comédien, alors c'est important de s'ouvrir aussi. Bien sûr, bien sûr, c'est important. Parce que tous les arts, c'est la même chose. On n'a pas le même outil. Je pense que si Picasso parlait avec Sacha Guitry et que Sacha Guitry parlait avec Béjart, ils parleraient le même langage. Pas de la même discipline, mais le même langage. Ils bossent pour les mêmes personnes, mais pas de la même manière. Voilà. Il y en a rien. Et justement, est-ce que c'est pas ça qui manque un peu aux magiciens, c'est la créativité? Parce que, bon bah, on parle aujourd'hui des prix, des machins, mais souvent on entend dire aussi, on a du mal à se... Enfin, pourquoi en France on a du mal à se rappeler du nom des magiciens? Je vois par exemple, ce que Dany Larry par exemple, Oui. Les gens ont encore un peu de mal à mettre un nom, alors qu'on le voit au plus grand cabaret du monde tous les samedis, enfin tous les mois. Oui. Vous êtes assez connu maintenant, votre nom est passé, mais Ajax. Ajax a super bien. Bah, déjà, tous les magiciens, alors Ajax plus que les autres, mais Delors, Dominique Webb, Garcimore, Ajax ont eu une chance aussi extraordinaire. C'est qu'ils ont fait des séries d'émissions, mais il n'y avait que 2 chaînes, voire même qu'une chaîne pour certains. Bien sûr. Donc, fatalement, ça veut dire que la moitié de la France te regarde. Aujourd'hui, on a 70 chaînes, ça zappe pas possible, donc fatalement, il faut passer pendant beaucoup plus longtemps pour avoir la même notoriété qu'un autre en 6 mois. Oui, mais alors, pourquoi on se rappelle d'un magicien, Oui. mais on sera capable de mettre un nom sur un comique? Parce que, est-ce que les magiciens, ce qui leur manque un petit peu, c'est cette différence entre eux? Parce que finalement, on a l'impression qu'un magicien, il fait des tours de cordes, il fait des tours de cartes, il fait des tours de lapin. Est-ce qu'il manque pas un peu de créativité dans ce milieu? Si, peut-être. Et je pense que c'est là où il faut essayer de durer longtemps. Parce que justement, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est incroyable de ce que vous faites depuis tant d'années. C'est-à-dire que là, on se rend compte que voilà, il y a un panel hyper important de tours et de numéros qui ont été présentés. C'est parce que les gens, voilà, pour eux, un tour de carte, c'est un tour de carte, quoi. C'est sûr, mais... En fait, est-ce qu'au-delà de ça, je pense que c'était aussi la question, c'est le personnage qui est plus important que le personnage qu'on m'amène, bien sûr. Parce que, comme on dit, je pense que n'importe qui maintenant qui achète un DVD est capable de faire un tour de carte, mais ce qui fait qu'il y a un personnage qu'on peut aussi se rappeler pendant des années, c'est parce qu'il y a faire un tour de magie et être magicien. Il y a de la magie. Ça, c'est différent. Moi, voilà, c'est ce qui va faire la différence entre un moyen et un très bon, quoi. C'est ça, c'est ce qui va mettre autour. C'est lui qui va faire que le tour devient magique. C'est pas le tour en lui-même. Moi, je sais que ça m'est arrivé quelques fois, un compliment que j'ai adoré, que j'ai eu quelques fois, c'est quand les gens me disent, vous savez qu'à une époque on vous aurait brûlé. Quand un mec vous dit ça, mais c'est génial, parce que ça veut dire que vraiment le mec, tu l'as fait voyager dans un monde, tu l'as emmené ailleurs. Et le problème, c'est que un mec qui ne maîtrise pas bien, il ne peut pas emmener ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais la technique, c'est pas vraiment important, le plus important, c'est la présentation. D'ailleurs, c'est Fred Capps qui l'a dit. Le problème, c'est que Fred Capps, il n'était pas manchot. C'est facile de dire que la présentation, c'est le plus important, quand on a déjà la technique. Parce que, pour bien faire la présentation, il faut que la technique soit hyper bien digérée, pour qu'on n'ait plus à y penser. Il faut que c'est automatique, oui. Ah oui. C'est bon, bien sûr.
quand je fais un saut de coupe, je me dis pas, attends, les petits doigts, je les mis où voilà, il faut que ça parte. Donc il faut que ça, voilà, il faut faire un saut de coupe comme on se brosse les dents. Hein. Donc il faut quand même. Alors je dis pas qu'il faut un très haut niveau technique. C'est pas ça que je vous dis. Hein. Je dis pas que tout le monde doit être Marlowe ou non. Mais ce qu'on fait en technique doit être bien fait, maîtrisé. Que ce soit juste un faux dépôt et un contrôle de carte, pas de problème. Mais ce qu'il faut, c'est que ça soit maîtrisé. Il n'y a pas besoin de faire tous les empalmages, les tenkai, les machins, les bidules, les trucs avec les doigts de pied et tout, non. Mais ce qu'on fait, il faut bien faire. Enfin, il faut essayer de bien faire. Parce que tout le monde peut accrocher un jour, hein, peut-être... Voilà. On voit pas souvent. Je l'ai pas fait exprès. Mais justement, c'est intéressant parce que bon, bah, souvent on entend des commentaires. Bon, je parle moi je lis un peu sur les forums sans forcément intervenir, mais on entend souvent dire ah ouais, mais Patrick Sébastien il a encore coupé Bernard Billis pendant son tour. Oui, mais il m'a raccommodé à la fin. Ouais, voilà. Comment vous vivez ça? Parce que c'est vrai que vous êtes obligé d'avoir. Tout le bagage technique vous sert aussi à vous sortir d'un mauvais pas, j'imagine. Oui, quand il faut. Comment vous vivez ça, vous? Ça vous gêne, ça que... Oui et non. Ouais. Oui et non. Oui et non, je crois que c'est assimilé maintenant. C'est intégré. Puis c'est son rôle, à la limite, de faire un peu monter la sauce et tout. Mais parfois je m'en sers aussi. Ah oui, je pense. Ouais, en fait, c'est pas un truc que vous avez mis en place tous les deux. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est complètement spontané, improvisé. Enfin, il y a parfois une coupe à des moments qui me. Mais oui. Mais le pire, c'était Coucou c'est nous de Chavannes. À un moment, je fais un truc et je me mets comme ça et il me fait attends, arrête-toi Bernard, bouge plus. Alors, je reste comme ça. Il me dit on envoie la pub. Il a envoyé la pub et il m'a fait reprendre là où j'en étais, quoi. Incroyable. Ouais. Et alors ça voulait plus rien dire parce que justement pendant la pub j'aurais pu changer les paquets de cartes, les machins, poser un éléphant sous la table. Il a fait pourquoi? Parce que c'était le timing qui était... Ouais, je sais pas, il avait dû dépasser, il s'était pas rendu compte, il fallait absolument qu'il... Parce que sinon après il y a une autre page de pub après et elles auraient été trop... Je sais pas, mais reste, arrête-toi, ne bouge plus, reste comme ça. Quelqu'un qui se lancerait dans la magie aujourd'hui, vous lui donneriez quoi comme conseil? Le problème c'est que quand on se lance, on retombe. Préparer sa chute, quoi. Non, voilà. Moi ce que je conseille, de ne pas aller trop vite. De ne pas aller trop vite. Moi je vais prendre mon expérience, mais je suis pas parole d'évangile non plus. Enfin, je veux dire. Mais j'ai toujours avancé petit à petit. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été en montant. Quand on monte vite, on redescend vite. Quand on monte lentement, on redescend lentement. Je pense que c'est... Voilà. Donc les mecs, ah oui, mais tiens, je veux faire... on voit des... bon, je ne citerai pas de nom, mais voilà, on voit des gens, on en a parlé tout à l'heure, ils ont 2 ans de magie même, ils se prennent pour des stars. C'est parce qu'ils ont eu accès à une information qu'on n'avait pas avant. Avant c'était les bouquins. Oui, mais qu'on se donne, non mais avoir accès à l'information, en plus les mecs ils se prennent pour des stars qui pensent qu'ils travaillent très bien, alors qu'il y a plein de choses de base qu'ils connaissent pas, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui les magiciens ne s'enferment pas aussi un peu trop? Parce que les mecs, voilà, dès qu'ils savent faire 5 tours, ils pensent que ça y est. Non, non, faire de la magie, c'est plus que 5 tours. Parce que, mine de rien, ce que je connais après 45 ans de magie, ou ce que connaît Gaëtan Loub, ou ce que connaît Jean Merlin, ça donne une force quand on fait un tour, même simple. Bien sûr. Parce que tout le bagage, il se ressent dans ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait justement que ça devient magique. Parce que finalement, moi, si je suis un petit peu bilan de tous les gens qu'on a interviewés, c'est que tous sont quand même touchés un peu à tout. Hein, vous le disiez vous-même, vous avez fait les boules de question. C'est important quand même peut-être d'être généraliste
avant de se spécialiser dans un truc. Oui, je pense que c'est bien de toute façon de connaître différentes disciplines de son art. Moi, je ne fais pas de grandes illusions, mais je me suis acheté des bouquins sur les grandes illusions pour... Vous avez fait une à Cucusino une fois. Ouais, tout à fait, ouais. Non, c'était pas Cucusino d'ailleurs, c'était l'autre. C'est justement l'émission qui n'a pas marché. Coucou Neurovalou. C'était... comment ça s'appelait? C'est pas ça, Coucou Neurovalou? Non, c'était... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais bon... avec de Chavannes. Ouais. Oui, avec de Chavannes aussi. Et... voilà, quoi. Donc je m'intéresse aux illusions optiques, je m'intéresse à plein de choses, parce que ça fait partie de... Le mec qui fait... Je sais bien de faire... Même si je faisais que des cartes, je pense que c'est important de connaître d'autres choses, quoi. Non, parce que finalement, vous arrivez à intégrer ça, finalement, votre démarche, finalement, on la retrouve. Bien sûr, ça sert. Et puis on peut parler que de ce qu'on sait. Ouais. Parce que t'entends beaucoup de gens parler d'autres magiciens, de plein de trucs. Et celui qui sait ne parle pas. Une cause ici. Et une autre question, un peu aussi, c'est comment expliqueriez-vous votre succès? Enfin, c'est quoi le succès pour vous? Mon succès, c'est bien un grand mot, non? Pour vous, c'est quoi le succès? Le succès, je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que vous, par rapport à ce magicien, vous soyez arrivé à... Parce que bon, vous êtes le plus en vue, je pense, aujourd'hui en magie. Billy, tout le monde le connaît, on va dire, hein, du magicien. Parce que vous avez fait des jaloux, là. Sans doute, c'est pas grave. Mais voilà, pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi ces opportunités que vous avez su saisir? Oui, et puis... je pense que ça ne sert à rien de se mettre toujours en avant. Les choses, si le travail qu'on fait est de qualité, ça va se faire naturellement avec le temps. Si on est sincère. C'est l'amour aussi du métier, quoi, je pense. Oui. Mais après, c'est comme ça que je fonctionne. Danny Hari marche très bien et il fait un travail formidable parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent sur les sites, mais j'aimerais bien que Danny leur dise voilà, là mon matos, allez-y les gars. Voilà, il fait un travail qui est pas facile, qui est vachement dur, d'un style différent. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que sur les sites, on voit les mecs critiquer, alors que les mecs, quand ils font un tour devant leur glace, même leur glace transpire. Voilà, donc voilà, ils sont forts pour parler sur les sites, mais oui. Hein, donc voilà, donc je suis désolé. Bien sûr qu'il y a des numéros qu'il a fait qui sont moins bien que d'autres et d'autres mieux que d'autres, mais c'est un travail d'ensemble vachement important. Qui d'autre pourrait faire ça? Citez-moi un autre Français ou même Européen qui pourrait faire les 12 ans d'émission là. Même des mecs comme Lance Club, ils n'ont pas le matos. Hein. Eh oui. Eh ouais. Voilà, donc c'est... Moi je suis un fan de bouquins, de livres. Est-ce qu'il y a des livres qu'il faut absolument avoir lus? Ça n'est pas assez pour de ce dans quoi on veut travailler. En close-up, vous voulez dire? Ouais, ce que vous voulez, enfin, de votre... Là encore, moi je considère qu'il y a deux sortes de bouquins. Il y a les bouquins qu'on étudie, comme les bouquins d'Hemsley, les bouquins de Marlowe, les bouquins de Vernon, les bouquins de... Et puis il y a les bouquins qu'on feuillette, si j'ose dire, qu'on lit, on est coincé dans les embouteillages, genre les petites notes de conférence et tout ça. Et parce que là encore une fois, aujourd'hui, dès qu'un mec a 10 routines qui croient être de lui mais qui ne sont pas obligatoirement de lui, il fait une conférence. Et il fait un DVD. Ouais, parce qu'il faut vendre à la conférence. Et voilà, et encore une fois, bon, il y a peut-être des idées sympas, mais c'est pas obligatoirement fini, ce que j'appellerais une idée finie. Une routine finie, pour moi, c'est une routine où je vais peut-être changer une ou deux petites choses parce que j'aime pas tel mouvement, je préfère celui-là, ou un truc comme ça, mais où tu te dis, ah ouais, la construction, elle est nickel, quoi. Hein?
alors qu'il y a plein de routines. Le problème des conférenciers qui vivent que de la conférence, c'est que tous les 6 mois, il faut qu'ils aient une nouvelle conférence. Donc ils ont plein d'idées, mais ils les sortent alors qu'elles ne sont pas finies. Ce qui fait qu'après, il est facile de reprendre l'idée et de se l'approprier, quoi. Donc, alors c'est là aussi, on retombe sur les mêmes problèmes. C'est qu'aujourd'hui, les conférenciers, ils sont payés des clopinettes. Et alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de marchands de trucs qui font des démonstrations de trucs que de vrais conférenciers. Pour moi, un conférencier, c'est un mec qui maîtrise une spécialité et qui montre aux gens comment il travaille, comment il raisonne. Alors qu'il y ait des notes de conférence et un petit truc à vendre à côté, c'est normal, c'est bien. Mais il y a beaucoup de marchands, il y a beaucoup aujourd'hui de conférences, c'est bon alors, ça c'est main, voilà, alors voilà, ça c'est 20 €. Alors ça c'est super, vous voyez, parce que ça change de couleur en plus, mais alors ça c'est 35 €. Dealer show, quoi. Voilà, c'est un dealer show, c'est plus des conférences. Bah, vous-même, vous en faites pas des conférences, on vous voit très peu en conférence. À votre avis, pourquoi? Bah, pour toutes les raisons que vous venez de dire, en fait. Parce que les organisateurs de congrès ne veulent pas payer. Ils voudraient qu'on fasse tout gratuit, parce qu'ils disent « Ouais, mais les ricains, ils viennent pour rien. » Et ben, c'est leur problème, les ricains. Hein, alors c'est vrai que moi qui suis dans l'information, autrement, l'information, les prix qu'on pratique en formation n'ont rien à voir avec les prix des conférenciers. Bah oui. C'est étonnant. Alors non, mais c'est terrible. Encore une fois, là aussi. Ah bah aujourd'hui un conférencier c'est 250 €. Ouais, je crois que c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. Mais je suis désolé. Qu'on paye certains 250 €, c'est peut-être même trop. Mais il y en a d'autres qui mériteraient beaucoup plus. Bien sûr. Voilà. Et alors, après, il y a aussi... par exemple, j'ai jamais fait de conférence à la FISM. C'est rigolo, ça. Et ils m'ont contacté une fois. Et c'est marrant parce que les mecs, voilà, toujours pareil, des histoires de budget, quoi. Ah oui. Et je dis, mais tel mec, là, il prend cher, lui. Ah oui, mais c'est un conférencier de scène, c'est pas pareil. Mais pourquoi un conférencier de close-up serait moins bien payé qu'un conférencier de scène? Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui... là je parle de moi, mais c'est pas que moi, il y en a plein. Ça m'arrive d'entendre dire qu'il y a eu un petit jeune du Canada ou je sais pas où qui a débarqué. La salle était remplie, il a fait une conférence, tout le monde était mécontent et tout ça, il est reparti la bite sous le bras, si je veux le dire, vite fait, parce qu'il a, au lieu de faire 5 conférences, il en a fait que 2 ou je sais pas quoi, enfin bon, il est reparti dans son pays, mais il a quand même pris 250 € les 2 fois où il a bossé. Et à côté de ça, il y avait une conférence de David Roth et de Rubinstein, ensemble. Ce sont 2 maîtres des pièces, quoi. Ce sont des mecs qui ont fait un travail sur les pièces extraordinaires, et il y avait 10 Pékins dans la salle, quoi. Oui. On se dit, mais... Ah, ça c'était il y a 2 ans. Ouais, mais c'est incroyable. David Roth devrait... D'abord, ces 2 mecs-là, ils devraient être très bien payés, et puis ça devrait être rempli. On a du mal à faire bouger Effectivement, est-ce que c'est parce que Internet aujourd'hui favorise C'est sûr, de toute façon, maintenant, plus on aura de choses chez nous, plus moins les gens bougeront. Ouais. Et puis la recherche du gratuit, peut-être. Non, puis il y avait aussi cette différence-là entre les démonstrateurs, c'est-à-dire les gens qui exposent, et puis ceux qui ont une philosophie, une réflexion. Voilà. Parce que David Roth, il a fait un travail extraordinaire parce qu'il a inventé beaucoup de techniques, beaucoup de routines, tout ça, mais en plus, il a donné une dimension magique justement parce qu'il a été chercher son histoire avec le diapason et le son des pièces. Voilà, il y a un élément poétique qui fait que tout d'un coup, c'est pas juste un tour de pièce qui les pièces passent d'une main à l'autre, c'est on part dans une autre dimension, quoi. Et là, du coup, les gens voyagent. On raconte une histoire et alors, du coup, les gens ils partent ailleurs, quoi. Et c'est là où on se dit que tous les arts se rejoignent, parce que ça devient une espèce de travail de mise en scène et de comédie. Voilà. Et c'est un peu ce qui se passe dans ma routine de carte ambitieuse avec les cartes blanches. Tout mon texte, est-ce que c'est la carte qui remonte ou la signature qui voyage, Les gens, une fois qu'ils ont accroché à ça, en fait, tout le tour, c'est le conflit que je me pose. Est-ce que c'est la carte qui remonte ou la signature qui voyage? Et les gens, ils adhèrent. Et du coup, quand ils sortent, ah ouais, c'est incroyable.
Voilà. Alors c'est une carte ambitieuse, voilà. Mais le fait d'avoir un texte comme ça ou une présentation qui fait qu'on les emmène ailleurs, c'est super. Par exemple là, je sors un DVD sur la magie par les pièces numéro 1. Ah. Qui va sortir pour le congrès. News. Yes, un scoop. Et vous l'avez pas là qu'on le montre? Et donc, non, il est en montage. Et à un moment, je dis un truc intéressant, enfin, qui me paraît intéressant, c'est que je montre qu'on peut faire apparaître les pièces, on peut avoir les 4 pièces empalmées, puis les faire apparaître une à une dans la main en les faisant tomber une à une. Ce qui demande une petite technique à maîtriser bien l'empalmage, parce que fatalement, il faut les faire tomber qu'une par une. Hein. Bon, mais que pour moi, une des plus belles apparitions de pièces en début de routine, quand on veut sortir les pièces, c'est le purse avec l'armature. Parce que ce petit objet, ça donne une dimension insolite. Bon. Et là, du coup, on rentre dans le rêve. J'ai un porte-monnaie, paf, paf, tac, j'ouvre, et il y a les pièces. Pour moi, c'est plus fort que j'ai une main vide. J'ai une main vide, les pièces apparaissent 4 fois de suite. Je montre que c'est pas une exhibition. Bon, pas obligatoirement une exhibition d'adresse, mais voilà, c'est. Voilà. Mais voilà, ce qui serait peut-être bien, c'est de mixer les deux. Il y a des voyages, j'ai besoin d'une pièce, 2 pièces. Ah, mais où sont les autres? Ah, mon porte-monnaie. Comme ça, on a joué un petit peu sur les deux. Mais pour moi, sur le public, je suis sûr que le purse sera plus impressionnant que 4 pièces qui apparaissent dans la nuit, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Vous écrivez vos textes avant de faire un truc ou un tour Bah oui, enfin, je vais écrire comme ça ou... Ouais. Non, enfin non, j'y pense beaucoup. Vous y pensez pas. Oui.